OK, donc continuons avec la troisième partie, donc chapitre 3.3. Quantifier et tester la réduction d'incertitude. Bah, de base, ça veut simplement dire on va vérifier si le modèle est un bon modèle, oui ou non. Et la manière qu'on va faire est pareille à ANOVA. Donc, on va utiliser la décomposition de la variance. On va utiliser cette décomposition pour dire quelque chose sur le modèle et sur le fait que le modèle est utile, oui ou non. Donc, est-ce qu'on doit prendre le modèle global où on estime y par la moyenne globale de y, donc on prend une ligne horizontale, ou est-ce que le modèle par une ligne de régression qui n'est pas horizontale, est-ce que ce modèle-là est la meilleure? Et donc, les deux là, donc on a de nouveau cette variable y, une variable réponse contenue qu'on veut expliquer, et que c'était une variable explicative discrète. À ce moment-là, on disait, bon, on avait deux modèles. Le modèle où y sera estimé par la moyenne, mais dépend de la valeur de x. Donc, c'est attendez, ici, ce modèle-là. Le modèle avec les trois catégories qui sont différentes. Donc, on va utiliser la moyenne de chaque catégorie pour estimer y basé sur la valeur de x, ou est-ce qu'on prend un modèle global, un modèle qui est le même pour les trois classes, est-ce qu'on prend la ligne horizontale? Et donc là, on avait utilisé ANOVA pour tester. Maintenant, on a créé de même manière le modèle linéaire, donc la régression linéaire, qu'on peut voir comme étant le même type de modèle. Donc, on regarde la ligne qui est aussi, qui a aussi une estimation de la moyenne qui dépend de la valeur x. Donc là, de nouveau, pour chaque valeur x, on estime y par la moyenne des y qui ont cette valeur x. Donc, on estime par la ligne de régression, ou on prend le modèle global, on prend le modèle, bon, la ligne horizontale, qui est simplement la moyenne de toutes les valeurs y. Et donc là, pour différencier entre les deux modèles, donc pour choisir le modèle qui était le meilleur, on avait fait le test ANOVA dans le cas discret. Maintenant, je veux faire la même chose. Donc, je veux différencier entre les deux modèles, donc entre la ligne de régression linéaire et le modèle général, la moyenne globale. Ben là, en régression linéaire, je vais faire la même sorte, ou je vais suivre la même idée. Et donc là, je vais aussi créer une test qui est pareil à la test ANOVA et qui utilise les variances, les variabilités vis-à-vis du modèle. Donc, pour ANOVA, on avait fait une décomposition des écarts et des variances. Donc, on avait, oui, en bleu, donc là, on a une certaine observation là. On a la moyenne globale. Bah, ici, en bleu, la flèche bleue, c'est l'écart total entre les observations et la moyenne générale. Donc là, cette ligne, c'était la moyenne générale. Et les autres lignes, je vais mettre une autre couleur. Donc ici, cette ligne-là, c'était la moyenne de la groupe B, la moyenne de la groupe A et la moyenne de groupe C. Donc là, on avait la moyenne par groupe, on avait la moyenne totale et on regardait les différences ou les écarts différents. En bleu, l'écart total, donc la différence entre l'observation et l'estimation globale par la moyenne globale, donc cette partie-là.
Donc, si on le met dans les observations ou dans des valeurs réelles, c'était yi moins y bar. On a l'écart factoriel. L'écart factoriel, ce qui était la différence entre la moyenne de la groupe et la moyenne totale, donc la flèche en orange. Donc, je vais noter y bar x moins y bar. Donc, la moyenne de la groupe moins la moyenne totale. Et en vert, c'était l'écart résiduel. Donc, l'écart résiduel, c'est ce qui était l'observation moins, ou la différence entre l'observation et la moyenne de la groupe. Donc, les y bar x, c'est mu A pour la première groupe, mu B pour le deuxième groupe et mu C pour le troisième groupe. Mais donc, on a créé cette distinction ou cette répartition en écarts, écart total vis-à-vis de la moyenne globale, écart factoriel, c'est l'écart du modèle vis-à-vis de la modèle globale, donc l'écart entre la moyenne de du groupe et la moyenne totale, et le résidu, l'écart résiduel, c'était la partie qui n'était pas expliquée par le modèle, c'est la variabilité des observations autour de la moyenne de chaque groupe. Après, on a dit, bon, on va regarder cette différence-là pour toutes les observations et je vais prendre le carré. Et donc, on avait cette décomposition-là. La première partie, c'était la somme des carrés totales. Donc, les écarts total au carré et la somme. La deuxième partie, c'était la somme des carrés résiduels, donc les écarts des résidus vis-à-vis de la moyenne du modèle ou de chaque groupe. De nouveau au carré et sommé sur toutes les observations. Et le SCF, somme des carrés factoriels, bah, ça donnait la différence entre les moyennes par groupe et la moyenne totale. Donc, le SCT, cela correspondait aux écarts bleus. Maintenant, je dois voir. Ça correspondait à les verts et les oranges du slide précédent. Oui. Et donc, on avait dit, je vais utiliser les variances, les variabilités. Et donc, les écarts, là, la somme des écarts ou la somme des carrés, on devrait les changer dans des variances et on change par divisé par le nombre ou par le degré de liberté, sorry, les degrés de liberté. Et donc là, pour la variance globale, je vais retourner là, mais on a expliqué avant. Par la variance globale, on avait ici n valeur y et une estimation y bar. Donc, degré de liberté. J'avais n choses que je pourrais utiliser, les yi, mais une estimation que j'ai déjà faite, n-1. Pour la résiduelle, bah, j'ai n observations différentes que j'utilise dans la somme, mais j'ai plusieurs estimations à faire. Donc, j'ai une estimation à faire par groupe, vu qu'on estime, on estime la moyenne de chaque groupe dans cette partie-là. Et si on a K groupe, donc on a degré de liberté n-K. Et ici, bah, j'ai K groupe et une moyenne globale que j'ai estimée. Donc, degré de liberté égale K-1. Et donc, pour trouver la variabilité, pour trouver une variance par partie, ce que je fais, c'est diviser cette somme de carrés par le degré de liberté.
Et donc, ça donnait la variance globale, ce qui était la somme des carrés totale divisée par n-1. Donc, c'est la variance autour de la moyenne globale. On avait la variance résiduelle. Variance résiduelle, ce qui était la somme des carrés résiduels divisé par n-k. C'est la variabilité autour de la moyenne du groupe. Et donc, c'est la variabilité qui n'est pas expliquée par le modèle. Oui, c'est là. Donc, inexpliqué par le modèle. Le modèle, il va... Allez, inexpliqué par le modèle, car le modèle regarde la moyenne de chaque groupe. Et donc, autour de cette moyenne, il y a toujours cette variabilité, cette différence, cet écart qui n'est pas couvert par la moyenne, mais qui est compris dans la terme erreur, le epsilon i. Et finalement, on a... Désolé. On a la variance factorielle. Factorielle, c'est la variabilité autour de la moyenne qui est expliquée par l'appartenance au groupe. Donc là, c'est la partie de la variabilité qui est expliquée par le modèle. Et donc, c'est la variabilité de moyenne par groupe autour de la moyenne globale. Et ce qu'on avait dit à ce moment-là, donc là, si vous vous rappelez, on avait l'hypothèse nulle, les trois. Donc, prenons de nouveau les trois classes qu'on a utilisées la fois passée, mu A, mu B, mu C. L'hypothèse nulle, il n'y a pas de différence entre les trois groupes. Et donc, je vais utiliser le modèle global qui est basé sur la moyenne globale. Et on a l'alternative qui dit que les trois ne sont pas égales. Donc, il y a une différence entre les groupes. Au moins, un des groupes est différent des autres. Et donc, le modèle qu'on utilise à ce moment-là, sous l'hypothèse nulle, c'est simplement prendre la moyenne de toutes les observations Y. Si je retourne vers l'alternative, on utilisait la moyenne conditionnelle. Donc, on va tenir compte de la valeur de X pour estimer la moyenne de Y. Donc, on va regarder la moyenne par groupe. Et donc, pour tomber dans l'hypothèse alternative, donc pour avoir une différence entre les groupes, ce qu'on avait dit, on voudrait avoir que la variance résiduelle est petite et la variance factorielle est grande. Donc, j'ai fait aussi le dessin dans la première partie de ce matin-là. Et donc, on va regarder ce rapport. Donc, on avait créé, basé sur ça, on avait introduit un pivot, une statistique pivot, qui regardait le rapport entre la variance factorielle et la variance résiduelle. Voilà. Et là, on pourrait, ou on sait, ou on peut dire que ça suit une loi Fisher avec K-1 degré de liberté dans le numérateur et N-K degré de liberté dans le dénominateur. Et donc, Fisher, donc la loi Fisher, il avait une distribution pareille. Donc, toujours des valeurs positives. Vu qu'on divise des variances sont positives. Donc, F sera toujours positif. Et on a dit que, bon, si la variance factorielle est grande, la variance résiduelle est petite, alors cette fraction sera très grande. Et à partir d'un moment qu'il est trop grand, l'hypothèse nulle ne sera plus acceptable. Donc,
à partir qu'on dépasse un certain point qui est défini par la quantile de cette distribution-là, bah, là, le rapport est très grand. Ça veut dire que la variance factorielle est beaucoup plus grande que la variance résiduelle. Et donc, l'hypothèse nulle n'est pas valable. On va se tourner vers l'hypothèse alternative. Donc, seulement par le F-test, ou bien vous comparez la valeur F avec la quantile, ou bien vous regardez la valeur P et vous le comparez avec alpha. Donc, P plus petit que alpha, alors on tourne vers l'hypothèse alternative. L'hypothèse nulle si P est plus large que alpha. Donc, c'est le test qu'on avait créé la fois passée. Et maintenant, pour la régression linéaire, pour choisir entre les deux modèles, bah, on va donner ou on va faire quelque chose pareil. Donc là, c'est ce qu'on a utilisé, la variance et la différence entre les variances que j'ai montrées, petite et grande. Bah, maintenant, on a la régression linéaire. Donc, on a créé, où on a de nouveau les deux modèles. Le modèle qui est la moyenne globale, vu au moment que la régression linéaire n'a pas de sens, le modèle optimal qu'on va utiliser, c'est la moyenne globale, la moyenne générale. Et d'autre manière, on a ici la régression linéaire. Qui caractérisait ou qui donnait cette droite qui est une moyenne de x, mais qui dépend de une moyenne de y qui dépend de la valeur des y, des valeurs des x. Donc la moyenne globale, c'est simplement l'expectation ou la moyenne de toutes les valeurs y. Il n'y a pas de régression ou la régression n'a pas de sens. Régression a du sens. Je trouve une ligne, une régression, une ligne de régression qui est différente de la ligne horizontale. Et là, j'ai un modèle conditionnel. Donc, il va regarder la moyenne des valeurs y, mais en tenant compte de la valeur de x. Donc, une moyenne conditionnelle basée sur la valeur de x. Et maintenant, on a la même décomposition. On a un écart total. L'écart total, de nouveau, en bleu, c'est la différence entre l'observation, donc l'observation qui se trouve là, et la moyenne globale. Donc, yi moins y bar, l'écart total en bleu. En vert, on a l'écart résiduel. Donc là, cette partie-là, c'est la différence entre l'estimation par le modèle, donc l'estimation par la ligne de régression et l'observation, ce qu'on a vraiment observé en réalité, l'écart résiduel. Donc, c'est la partie qui n'est pas expliquée par le modèle. Et l'autre partie, ce qui reste, l'écart factoriel. L'écart factoriel, ce qui est de nouveau la différence entre la moyenne par groupe, mais donc par groupe, c'est par valeur de x ici, donc entre la ligne de régression et la moyenne générale. Donc là, c'est la partie qui est bien expliquée par le modèle. Donc, les résidus, de nouveau, c'est la variabilité autour de la ligne, donc autour de la moyenne conditionnelle. Factoriel, c'est les écarts entre la moyenne globale et la ligne de régression. Et la totale, c'est l'écart total.
Donc, pour l'exemple là, on a un nuage de points pour poids en fonction de taille. Donc, on veut estimer le poids d'une personne basé sur la taille de cette personne-là. Et donc, si je veux traduire l'écart factoriel, l'écart résiduel dans cette situation poids-taille, pour l'écart résiduel, donc la partie qui n'est pas expliquée par le modèle, c'est deux personnes de même taille, donc qui ont la même valeur de x, bah, ils peuvent pourront avoir des poids différents. Donc, ce qui n'est pas expliqué par le modèle, car le modèle, si j'ai une taille, bah, le modèle me donne une valeur pour le poids. Donc, c'est la valeur sur la ligne de régression. Mais en réalité, j'ai des observations différentes de poids pour la même taille. Donc là, deux personnes de même taille qui peuvent avoir des poids différents, c'est la partie qui n'est pas expliquée par le modèle. La partie qui est expliquée par le modèle, bah, ça veut dire que deux personnes de taille différentes auront des poids différents. Donc ça, c'est la partie que le modèle va expliquer. Si les tailles sont différentes, alors moyennement, les poids sont aussi différents. Ce qui n'est pas expliqué par le modèle, j'ai deux personnes de même taille, bah, quand même, il y aura une variabilité dans leur poids. On a cette décomposition-là, de même manière, comme avant, on prend les écarts au carré, on prend la somme de toutes les observations, comme on l'a fait en ANOVA, et là, on va insérer l'expression du modèle, donc modèle linéaire de régression. Donc l'estimation, donc YI chapeau. Bon, attends, je vais prendre la notation du slide précédente. C'est le Y moyenne XI. Donc là, c'était bon, c'est l'expression pour la droite de régression qui est la moyenne par valeur de X. Donc, je le mets dans cette expression, ou dans la décomposition des écarts. Mais de même manière, la première partie, on appelle la somme des carrés totale. Donc, on regarde les écarts vis-à-vis de la moyenne globale, somme des carrés totale. Deuxième partie, somme des carrés résiduels. Donc, quelle est la différence entre l'observation et la ligne de régression? Je prends toutes les différences, je prends le carré, je fais la somme pour toutes les observations. Et dernière partie, somme des carrés factoriels. Comment cette ligne de régression, comment il est vis-à-vis de la moyenne totale. Donc, je regarde la différence entre la ligne de régression et la ligne horizontale qui est égale à la moyenne globale. Et de nouveau, je fais tout ça pour chaque observation à chaque fois.
Et donc, on peut faire un raisonnement pareil à ANOVA. Donc, on peut comparer les valeurs des sommes de carrés résiduelles et la somme de carrés factorielle. Pas mal. Je vais d'abord noter, après je vais expliquer. C'est plus facile. Donc, si on fait le même raisonnement, on va comparer les écarts factoriels avec les écarts totaux dans ce cas-ci. Bah, plus les écarts factoriels, donc les écarts du modèle autour de la ligne de moyenne globale, plus ces écarts sont importants. Là, on a dit que l'écart factoriel, c'est la partie expliquée par le modèle. Donc, si deux personnes ont des tailles différentes, alors ils auront des poids différents. Bah, donc, plus les écarts factoriels sont importants dans l'écart total, donc la proportion de SCF est plus large ou est très large dans le SCT, ça veut dire que le fait d'avoir des tailles différentes va expliquer d'avoir des poids différents. Donc, plus que la taille va expliquer le poids. Donc, si le SCF est large, donc SCF large veut dire que le modèle a du sens. Donc là, le modèle a du sens car le modèle, les écarts factoriels vont expliquer beaucoup des écarts totaux. Par contre, à l'inverse,
Euh, euh, si le SCR est large, donc si les écarts résiduels sont larges, alors ça veut dire qu'il y a beaucoup de la variabilité qui n'est pas expliquée par le modèle. Et donc, il y a beaucoup de variabilité dans les poids, mais qui n'est pas expliqué par la taille. Et donc là, à ce moment-là, le modèle linéaire donc, n'a pas beaucoup de sens. Et donc là, ou c'est mieux d'utiliser la modèle global. Donc là, si le SCR est large, il est mieux de simplement utiliser la moyenne des Y, donc le modèle le plus simple possible, vu que le modèle linéaire ne va pas donner beaucoup d'explications additionnelles. Il ne va pas apporter beaucoup. Et donc, si le SCF est large, alors à ce moment-là, le modèle linéaire, il a du sens et c'est mieux d'utiliser la ligne de régression. Donc, l'idée est la même. Quelle partie de la ou de somme de carré totale est attribuée à la partie factorielle, la partie résiduelle? Si la partie factorielle est très grande, ça veut dire que le modèle linéaire est important, il a du sens. Si la partie résiduelle est plus large, alors le modèle linéaire n'a pas vraiment de sens. Et on retombe sur le modèle le plus facile possible, c'est la moyenne globale. De même manière, on va transformer les écarts dans des variances, donc pour pouvoir faire ce test de Fisher. Le SCT, si on regarde là, la première partie, le terme à gauche, de nouveau, on a n observations et une estimation qu'on a fait. Attends, je vais mettre ici. Donc pour le SCT, le degré de liberté est égal à n-1, comme en ANOVA. N observations pour, ou dans la somme, une estimation qu'on a faite. Résiduel. Résiduel, de nouveau, on a les n observations, les yi, donc on a n. Mais maintenant, on a fait deux estimations pour trouver cette ligne de régression. On a estimé la pente alpha et l'intercept bêta. Donc, on a n-2 degrés de liberté. Et pour le factoriel, on a ici deux estimations qu'on a fait, moins une estimation pour la moyenne globale. Donc, on a 2 moins 1 degré de liberté. Et donc, pour transformer la somme des carrés dans des variances, on va simplement diviser la somme des carrés par leur degré de liberté. Comme ça. Et donc là, ça me donne la variance globale, la variance résiduelle et la variance factorielle. Variance globale, comme on en a, c'est la variabilité autour de la moyenne globale, donc autour de cette ligne horizontale. Donc, comment les observations sont reparties autour de cette ligne globale. La variance résiduelle, la partie de la variance de la variabilité qui n'est pas expliquée par le modèle de régression, par la droite de régression. Et la variance factorielle, c'est la variabilité de cette ligne de régression autour de la moyenne globale. Donc, l'idée, identiquement le même que ANOVA, 3 variances, et on espère que la variance factorielle prend la plus grande partie de la variance globale pour avoir un modèle de régression qui est utile, ou qui apporte quelque chose
dans l'interprétation. Donc là, c'est ce qu'on a dit. On a la variance globale, la variance autour de cette ligne-là, donc la somme des carrés totale divisée par n-1. Et pour chaque valeur xi, pour chaque valeur xi, on a aussi une distribution autour de cette ligne, donc autour de la ligne de régression avec une certaine distribution et une certaine variabilité. C'est la variabilité résiduelle, donc le SCR divisé par n-2. Ce qu'on va faire pour la régression, pour quantifier le modèle, pour pouvoir dire si le modèle est bon ou pas, on va regarder le rapport entre le SCF, donc la partie qui est expliquée par le modèle de régression, et le SCT, la variabilité totale. Et donc, si on regarde cet R carré, donc on appelle cet R carré, c'est le coefficient de détermination. Détermination. Bah, si on regarde SCF sur SCT, bah, c'est la proportion de la variabilité qui est expliquée par le modèle. Donc, ça va nous dire une proportion. Donc, le R carré se trouve toujours entre 0 et 1. Bah, logiquement, car là, on voit que SCF est plus petite ou égale à SCT. Et c'est jamais 0. Donc, vu que le SCF, c'est une somme des carrés, donc SCF se trouve toujours entre SCT et 0. Donc, ce rapport, le R carré, se trouve toujours entre 0 et 1. Et donc là, le R carré donne la proportion de la variabilité totale qui est expliquée par le modèle de régression. Et donc, si on trouve que le R carré est large, bah, ça veut donc dire que le SCF est large et donc que le modèle même, il va expliquer beaucoup de la variabilité, donc que le modèle est utile. Donc variabilité. C'est plus effacé. Donc variabilité reste là. Expliqué par modèle divisé par la variabilité totale. Et donc, pour avoir un modèle linéaire utile, on veut que le R carré soit le plus large possible. Donc, le modèle, on l'appelle aussi, bah, c'est un modèle ajusté, donc on l'appelle désolé. On dit aussi qu'on va ajuster le modèle, c'est une expression. Et donc là, on appelle le coefficient de détermination, c'est une mesure de la qualité de l'ajustement.
Et de même manière, les valeurs estimées, les Y chapeaux, on appelle parfois aussi les valeurs ajustées, simplement pour vous dire. Et donc, R carré se trouve entre 0 et 1. R carré est égal à 0. Le modèle est complètement inutile. Il n'a pas de sens d'utiliser ce modèle-là. R carré est égal à 1. Ben, ça veut dire que la droite de régression va expliquer toute la variabilité et donc qu'on aura une relation linéaire parfaite. Donc, toute la variabilité est expliquée par le modèle linéaire et donc relation entre X et Y, c'est une relation linéaire parfaite. En réalité, on va jamais trouver cette relation linéaire parfaite. On va jamais trouver que toutes les observations se trouvent exactement sur la ligne. Et donc, on aura de la variabilité autour de la ligne de régression. Mais donc, on veut trouver une R carré qui se rapproche de 1, qui est le plus proche de 1 que possible pour avoir, ou pour que le modèle va expliquer le plus de variabilité totale. Et donc, on cherche ou on veut avoir des modèles avec des R carrés hauts, des R carrés qui sont proches de 1, ou le plus proche possible de 1. Aussi, de même manière, si le R carré est égal à 0, ça veut dire que le modèle ne va rien expliquer. Et donc, le modèle explique absolument rien de la variabilité totale. Donc, ça n'a pas de sens d'utiliser la ligne de régression. Et donc là, on retombe sur la ligne horizontale, donc sur la moyenne globale. Donc, R carré égale à 0. La régression linéaire n'a pas de sens. Je ne vais pas l'utiliser. R carré égale à 1, pas une relation linéaire parfaite. Si on fait la régression pour poids taille, donc pour l'exemple qu'on a utilisé pour créer le nuage de points, à ce moment-là, on va trouver que R carré est égal à 0,19. Donc, il existe une relation linéaire entre les deux. Donc, ça veut dire que le modèle qui, donc là, on avait poids en fonction de taille. Bah, la variable taille va expliquer, dans ce cas, 19% de la variable ou 19% de la variabilité dans les poids. Donc, ce n'est pas large, mais quand même, il y a une relation linéaire, mais il est relativement faible. Donc, on ne va pas expliquer beaucoup de la variabilité totale en n'utilisant que la taille pour expliquer le poids. Et donc, la ligne de régression est aussi donnée. Donc, on aura des estimations pour alpha et pour bêta. Donc, alpha, dans ce cas-ci, ici, est 0,37. Bêta est égal à 5,3. Et donc, les estimations me donnent une droite. Donc, là, je trouve que, je vais répéter, poids est égal à 0,37 fois la taille plus 5,3, moyennement. Donc, si maintenant j'ai une personne de taille 170 cm,
le poids ajusté, donc le poids qui est estimé par cette droite de régression, est égal à 0,37 fois la valeur de taille, donc fois 170, plus l'intercept de 5,3. Et donc, ça me donne un poids de environnement 68,2 kg. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que chaque personne de 170 cm aura un poids de 68 kg, mais ça veut dire que moyennement, si une personne mesure 170 cm, le poids moyen qu'on va trouver, qu'on aura ou qu'on va estimer par la droite régression correspond à 68,2 kg. 68,2 kg. Donc, le 68,2, c'est le poids moyen de toutes les personnes de 170 cm comme estimé par la droite de régression. Si on retourne sur ça, donc là, de nouveau, cette ligne horizontale verte, c'est la moyenne globale. Donc, dans notre cas, ça correspond au poids moyen de toutes les personnes, et ici, la ligne, je vais mettre là, la ligne de régression, de nouveau, c'est la moyenne par valeur de x. Donc, c'est la moyenne conditionnelle dans ce cas ou dans le cas où on va tenir compte de la valeur, dans ce cas-ci, de taille. Donc, c'est le poids moyen par taille. Donc, de tailles différentes, on va utiliser des poids moyens différents. Et donc là, on avait dit, on a des variabilités. C'est la variabilité résiduelle. Variabilité résiduelle, c'est la variabilité autour de la ligne de régression. On espère reste assez limité pour avoir un bon modèle de régression. La variabilité totale. Donc, c'est la variabilité autour de la moyenne globale. Moyenne globale. Et donc, comme on a fait en ANOVA, on veut maintenant tester. Donc, on avait le R carré qui donne une indication de la qualité de ce modèle-là, du modèle de régression. Mais on veut aussi faire un test pour voir si le modèle est utile, si le modèle est significatif,
oui ou non. Et donc là, comme ANOVA, on va créer un test qui est basé sur les variances, sur les variabilités, en utilisant un test Fisher. Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'important? Non, 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 j'ai dit ça. Oui, donc là, on voit aussi que la droite de régression, donc ici, on a dit, bon, c'est le poids moyen par taille. Donc, ça veut dire que la droite de régression, il passe toujours par le poids moyen attendu par taille. Donc, c'est un poids qui va dépendre de la taille observée. Donc, le test qu'on va faire, c'est de nouveau un test Fisher, un test F. Le test de pertinence du modèle. Donc, est-ce que le modèle, est-ce qu'il est utile ou pas? Donc, est-ce qu'on va utiliser ce modèle ou on retombe sur le modèle le plus facile, ce qui est la moyenne globale? Donc, hypothèse nulle, comme ANOVA, la variable explicative n'a pas d'effet. Donc, avant ANOVA, la groupe dans laquelle on tombe n'a pas d'effet sur la réponse. Ici, la valeur de la variable x n'a pas d'effet sur la réponse y. Et donc, à ce moment-là, on choisit simplement le modèle de base, ce qui est la moyenne globale plus une erreur. Et donc, à ce moment, à chaque fois, j'estime le poids moyen comme... Attends. Non, ça marche plus. Bon, donc, dans ce modèle-là, n'importe quelle valeur de x, ça n'a pas d'influence sur l'estimation. L'estimation sera toujours donnée par le poids moyen global, le poids moyen de toute la base de données. Et donc là, je ne vais pas faire une différence selon la valeur de x, tandis que si on retombe sur le modèle de régression linéaire, donc l'alternative, l'hypothèse alternative, donc à ce moment-là, la variable explicative x a effectivement un effet sur la réponse y. Et donc là, le modèle qu'on utilise, c'est un modèle qui va dépendre de la valeur de x. Et donc là, on va tenir compte dans notre exemple des tailles des personnes pour estimer le poids. Donc là, si je fais une estimation pour le poids d'une personne, je vais utiliser le poids moyen de toutes les personnes de cette taille-là. Donc, je vais vraiment regarder pour cette taille-là. Je passe par l'estimation sur la droite de régression. Donc, c'est une estimation, c'est une estimation d'une moyenne conditionnelle, donc une moyenne qui dépend de la valeur de la taille. Et donc là, de nouveau, on veut faire la distinction entre les deux. Est-ce que le modèle de régression, est-ce qu'il est utile? Est-ce qu'il a du sens?
Oui, alors je suis dans l'hypothèse alternative. Non, je me trouve sur l'alternative nulle. Sorry, je me trouve sur l'hypothèse nulle. Donc, pour chaque test, on va toujours supposer que l'hypothèse nulle est vraie. On va supposer aussi que les mesures sont indépendantes, donc que les xi et les yi sont tous indépendantes et que les résidus suivent une distribution de même variance. Donc là, on a homocédasticité. Et donc, les variances de tous les résidus sont les mêmes. Donc, ce sont les hypothèses dont on a besoin. On va aussi supposer que les résidus suivent une loi normale et que la moyenne est égale à 0, comme on fait toujours. Et maintenant, on fait la même chose comme en ANOVA. Je vais regarder le rapport de la variabilité factorielle par la variabilité résiduelle. Donc, le SCF divisé par 2 moins 1 divisé par SCR divisé par N-2. Ça suit une loi de Fischer. Donc, c'est exactement le même comme en ANOVA, mais les degrés de liberté sont un peu différents. Et donc là, de nouveau, ça me donne le test F. Le test F qui va regarder si cette valeur-là, il est extrêmement large, oui ou non. Et donc là, on a le même dessin que j'ai fait avant. On a cette distribution F. Je trouve une certaine valeur pour F, donc la valeur pour la statistique basée sur les observations. Et maintenant, comment je vais décider si cette valeur-là est large, oui ou non? Alors, j'utilise la quantile. Donc là, j'ai la quantile pour le test. Donc, j'ai un niveau que je vais définir. Donc, comme avant, je définis le niveau de significance, disons, à 95%. 95% veut dire que alpha est égal à 5%. Ben, je compare et je compare avec la quantile. Donc là, si je me trouve à gauche, je décide pour l'hypothèse nulle. Donc là, le rapport, la valeur f, ben, il est tout à fait acceptable. La variabilité factorielle n'est pas vraiment plus large que la variabilité résiduelle. Et donc là, je vais retourner sur le modèle de base, le modèle très simple. Par contre, si la valeur f se trouve à droite de la quantile, ben, je retombe sur l'hypothèse alternative. Et donc là, je vais dire la valeur que je trouve, il est plus large que la quantile. Et alors, ça me donne une valeur très peu probable, très improbable pour ou sous l'hypothèse nulle. Et donc, l'hypothèse nulle n'est pas bon. Je me retourne vers l'hypothèse alternative et j'utilise la régression linéaire. Et donc, ou bien on utilise la quantile et la valeur f, ou bien on fait comme toujours. Je peux aussi comparer la valeur P, donc c'est la probabilité à droite de cette valeur observée. Et je compare avec alpha. Cependant, le cas dépendant du cas, si P est plus petite que alpha, j'ai, comme toujours, l'hypothèse alternative. Si P est plus large que alpha, je reste dans l'hypothèse nulle. Donc, c'est ce qu'il y a ici aussi. On regarde la p-valeur et on va comparer avec alpha. C'est le dessin que j'ai déjà fait. Oui, donc
ou bien ici, je fais le test par f. Donc ici, je compare f observé avec la quantile. Et donc, s'il se trouve à gauche de la quantile, hypothèse nulle. S'il se trouve à droite de la quantile, hypothèse alternative. Ou bien, là, je compare la valeur P avec la valeur alpha. P plus petite que alpha, l'hypothèse alternative. P plus large que alpha, l'hypothèse nulle. Et donc là, de nouveau, c'est ce que j'ai dit, on doit toujours fixer le seuil alpha, donc on doit définir le niveau de significance 1 moins alpha qui va limiter de faire un risque d'erreur de type 1. Donc on va le limiter normalement à 5%, alpha égale à 5%. C'est le choix le plus commun. Table de résumé, oui. Donc ça résume les choses. Donc on avait les sommes des carrés, 3 sommes des carrés. Chaque des sommes a un certain nombre de degrés de liberté. Si je fais le rapport, donc je fais cette colonne-là, je divise par l'autre colonne, je trouve les rapports. Donc c'est SCF divisé par K-1, SCR, etc., etc. Après, pour f, j'ai besoin de la partie factorielle divisée par la partie résiduelle. Ça me donne la valeur f. Et après, ça me permet de calculer la p-valeur pour faire la décision sur la test. Donc, dans le output du test ANOVA ou du test qu'on utilise pour le modèle de régression, vous retrouverez aussi ces valeurs-là, ce tableau-là. Et donc, il vous permet de reconstituer les étapes qui sont prises. J'ai la somme des carrés, j'ai le degré de liberté, je calcule les variances, je prends le rapport des variances pour trouver la valeur f, et la valeur f me donne la valeur p, et finalement, je vais comparer p avec alpha que j'ai choisi. C'est le résumé du test nouveau. Donc, on a déjà répété 3 fois. On peut faire un 4e fois. Donc, l'objectif, tester si une variable continue, explicative continue, a vraiment un effet sur une variable de réponse continue. Donc, est-ce que le X vraiment va influencer le Y? Pour le modèle, on a nos observations. On va supposer que bon, les variables de réponse sont identiquement distribuées et indépendantes. Suit une loi normale, mais surtout important que la variabilité elle-même, donc de nouveau cette hypothèse de homoscédasticité. On a le modèle de régression, donc alpha x plus bêta plus ce terme d'erreur qui va expliquer la variabilité résiduelle. Et là, on veut voir, bon, est-ce que ce modèle est-il pertinent, oui ou non? Donc, si non, alors ça retombe à dire alpha est égal à 0. Donc, la pente est égale à 0, ça me donne la ligne horizontale qui est égale à la moyenne globale. Donc là, pas d'effet veut dire que j'utilise comme modèle et la moyenne globale. Si, par contre, il y a un effet, j'utilise la moyenne conditionnelle, donc la moyenne qui dépend de la valeur de x. Ce pivot-là, on avait la fraction des variances factorielles sur la variance résiduelle. Ça suit une loi de Fisher. Loi de Fisher, je trouve une valeur f dans mes observations, celle-ci. Je calcule donc la f observation, je calcule la p-valeur et je compare avec alpha. Si cette p-valeur est plus petite que alpha, je rejette l'hypothèse nulle, je me tourne vers l'hypothèse alternative et j'utilise ou le modèle de régression linéaire est utile. Sinon,
je reste dans le premier cas et je n'utilise pas le modèle linéaire. Pour les poids et les tailles, on avait trouvé pour ce modèle-là que la partie qui a été expliquée, le R carré, était 0,19. Maintenant, si je fais le test F, j'ai la partie modèle, donc c'est la partie factorielle. Erreur, c'est la partie résiduelle. J'ai la somme des carrés, j'ai les carrés moyens, donc divisé par le nombre de degrés de liberté. J'ai le rapport F, donc ça, c'est le F observé, donc le F dans la base de données que j'ai eue. Et ça me donne une valeur P qui est vraiment plus petite que 5%. Et donc, le modèle a du sens. Donc, il a du sens pour garder ce modèle-là. Le alpha, donc la pente, est significativement différent de 0. Okidou. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie? Sinon, on va finir chapitre 3 avant de prendre une pause. Donc, on a encore inférence de paramètres. Donc, en 3.3, on a regardé le modèle par un test Fisher. Donc, est-ce que le modèle est pertinent, oui ou non? Ici, on va regarder est-ce que les paramètres, donc le alpha chapeau et le bêta chapeau, est-ce que celles-ci sont différents de 0, oui ou non? Donc là, je vais faire des tests sur les paramètres individuels, donc sur la pente estimée et sur l'intercept estimé. Oui, je vais quand même faire la remarque. Donc, ce genre de test, donc tester si alpha chapeau est égal à 0, oui ou non. Donc, c'est un test pour une valeur moyenne. Donc, on va utiliser un test qui est pareil à un test T. Bah, tester ça, ça revient aux mêmes choses. Si le modèle est pertinent ou pas. Donc, c'est le même. Donc là, on va utiliser un t-test. Bah, vu que nous avons une seule variable explicative, bah, si l'alpha 0 est 0, alors cette variable explicative va être enlevée du modèle et donc il n'a pas d'influence. Donc ça revient au même de dire bah, le modèle n'est pas pertinent, donc ça va donner le même résultat que le F-test qu'on vient de décrire dans le chapitre 3.3. Pourquoi quand même on l'utilise? Bah, c'est surtout important s'il y a plusieurs variables. Donc plusieurs variables explicatives. Dans ce cas, on aura, par exemple, une variable de réponse Y et, disons, 3 variables explicatives X1, X2 et X3. Le modèle à ce moment-là, et on ne va pas faire dans ce cours-ci, c'est un modèle de régression multiple. Et donc, on va estimer ou on va essayer de caractériser Y comme alpha 1 X1 plus alpha 2
x2 plus alpha 3, x3 plus l'intercept bêta. Et à ce moment-là, tester si alpha est égal à 0 n'est pas la même chose que tester que le modèle est pertinent ou pas. Donc, normalement, dans régression multiple, on fait d'abord le test F. On regarde si le modèle est pertinent. Et si le modèle est pertinent, on peut regarder si toutes les variables sont nécessaires, oui ou non. Et donc là, on va tester alpha 1 égale à 0, oui ou non. Si alpha 1 est égal à 0, alors on peut enlever la première variable, mais c'est possible que les variables 2 et 3 resteront. Donc, il y a certainement une variable qui est significative, vu que le modèle est significatif, mais pas nécessairement toutes les variables. Et donc là, à ce moment-là, dans la régression multiple, donc régression linéaire multiple, on va faire ce test-là, alpha égale à 0, pour pouvoir simplifier le modèle, pour pouvoir pour voir qu'on a vraiment besoin de toutes les variables, oui ou non. Mais donc, comme dit, on ne va pas discuter la régression multiple, on n'a que la régression simple. Et donc, à ce moment-là, si je vais tester alpha égale à 0, alors c'est le même résultat que le F-test qu'on vient de décrire. Mais donc, on a maintenant créé le modèle de régression. On a ce modèle qui est donné par alpha x plus bêta. Alpha, c'est la pente. Donc, la pente, c'est l'augmentation de y quand x augmente avec une unité. Donc, si x va vers x plus 1, alors y devient y plus alpha. Donc, ça veut dire que là, si je passe une unité à droite, bah, y, donc la valeur y va changer avec la valeur alpha. Et donc, simplement ce qu'on sait voir sur la graphique, ce qu'on voit aussi ici dans la calculation, si je fais la différence entre l'estimation pour x plus 1 et x, bah, j'aurai alpha x plus 1 plus bêta. Donc là, c'est l'estimation par la droite de régression pour x plus 1. La deuxième truc, c'est l'estimation par la droite de régression pour x. Si je fais la différence entre les deux, je trouve alpha. Donc, ajouter 1 à la valeur de x va changer y avec la valeur de alpha. Donc, avec la valeur de la pente. Et bêta, c'est l'intercept, c'est seulement la valeur qu'on trouve si x est égal à 0. Donc, l'interprétation géométrique de alpha et bêta. Et donc, comme j'ai dit, dans ce cas-ci, dans le cas univarié, bah, le tester sur la pente, donc tester si la pente est égale à 0, oui ou non, revient à faire le test F pour le modèle complet. Et donc, l'hypothèse nulle, de nouveau, alpha est égal à 0. L'hypothèse alternative, alpha est différent de 0. Donc, la pente, l'estimation de la pente est 0 ou l'estimation de la pente n'est pas 0. Si la pente est égale à 0, de nouveau, la variable explicative n'a pas d'effet sur la réponse. Je retourne sur le modèle tout simple. Si alpha, l'estimation alpha chapeau est différente de 0, la régression, la droite régression n'est pas égale à la droite horizontale. Donc, il a effectivement du sens. Et je retourne sur le modèle conditionnel. Comment on fait? Bah, vu que alpha est une sorte de moyenne, on retombe simplement sur le testé. Donc, tester maintenant si la variable explicative continue en effet sur la variable continue par alpha. Donc, on a encore le même modèle, on a la même hypothèse. Donc, les YI sont identiquement distribués, ils sont indépendants.
normalité, même variance, donc le sigma carré. Et je veux faire la distinction entre le modèle très simple ou le modèle conditionnel. Le modèle conditionnel donné par la droite de régression. Bah, ça revient à tester si alpha est égal à ce qu'on va faire normalement, c'est tester si alpha est égal à 0, oui ou non. Donc, on peut faire un test plus large, plus général. Et donc, on peut tester est-ce que alpha est égal à une valeur fixe, alpha étoile. Donc, on pourrait, par exemple, tester si alpha est égal à 5. Est-ce que la pente est 5? C'est une option pour tester. En réalité, ce qui nous intéresse surtout, c'est tester est-ce que alpha est égal à 0, oui ou non. Mais donc, le pivot est comme dans le test des moyennes. On regarde la différence entre la moyenne. Donc là, le test est toujours fait sous l'hypothèse nulle. Donc, sous l'hypothèse que alpha est égal à cette alpha étoile. Et donc, je vais regarder la différence entre l'estimation et cette valeur que je suppose est la vraie valeur. Donc, alpha chapeau moins alpha étoile. Et je divise par la variance. Toc, 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 toc. Sorry, je divise. Il y a une racine qui manque là. Je divise par l'écart type, donc je divise par la racine de la variance. Là, ce truc-là, il va suivre une distribution T avec un certain nombre de degrés de liberté. Et pour les T, bah, on connaît les règles, on sait comment faire le test T. Et on recalcule. Donc là, c'est un test bilatéral. Donc, on regarde pour la valeur P, la valeur absolue de l'observation pour inclure les deux queues de la distribution. Et donc là, la valeur P, on va comparer avec alpha. Et donc, si P est plus petite que alpha, on rejette l'hypothèse nulle. Donc, la valeur alpha étoile est très improbable. Et on rejette. Autrement, si la valeur P est plus large que alpha, ben on reste sous l'hypothèse nulle. On dit que l'hypothèse nulle est acceptable. Même chose pour B, pour le bêta, donc pour l'intercept, on peut faire la même chose pour l'intercept. Complètement la même chose. De nouveau, on regarde l'estimation moins la valeur qu'on suppose est la vraie valeur. Aussi ici, il y a la racine qui manque. On calcule la valeur P et on va décider si bêta est égal à 0, oui ou non. Quand même, une remarque, test sur l'intercept, il n'est pas souvent fait. Donc, c'est très rare que ce test-là est vraiment effectué. Donc, il doit être vraiment une raison pour faire ce test-là. Donc, pour avoir une idée que l'intercept devrait vraiment être cette valeur-là. Et je veux voir si ma droite de régression effectivement donne cette valeur pour l'intercept. Mais en réalité, ce qui est le plus important dans la régression, sont les pentes. Et donc, les tests sur les pentes sont plus importants que le test sur l'intercept. Pourquoi parfois on fait? Bon, là, si on trouve que l'intercept n'est pas significativement différent de 0, donc on trouve que le bêta chapeau, là, on tombe dans l'hypothèse nul bêta 0, bêta chapeau est égal à 0.
on pourrait le mettre à 0 pour pas devoir l'estimer. Donc, on va prendre un modèle y égale à alpha x plus epsilon i. Et donc, à ce moment-là, on n'a qu'à estimer alpha chapeau. Donc, on n'a qu'à estimer une valeur au lieu de 2. Donc, j'ai n observations. Si je dois faire une estimation, ou si je dois faire une seule estimation au lieu de 2, alors cette estimation, il sera plus précise que quand je fais 2 estimations. Mais comme dit, en réalité, souvent les bases de données sont très larges et donc la différence de garder ou enlever le bêta du modèle, la différence sera très limitée. Donc, les tests pour alpha et bêta sont de base donnés aussi dans le output du logiciel. Et donc là, cependant le logiciel que vous utilisez, vous trouverez quelque part la variable. Donc, la constante, c'est l'intercept. Et là, la taille, c'est la valeur x ou la variable x. Vous trouverez les estimations. Donc là, vous trouverez que j'ai un modèle de régression qui est égal à 5,3 plus 0,37 fois la taille pour le poids moyen. J'ai les erreurs standards. J'ai la valeur t. Donc ça sont les valeurs t observées dans ou observées basées sur la base donnée, basées sur les observations. Et là, je trouve les p-valeurs. Les p-valeurs pour alpha et pour bêta. Donc, là, c'est pour alpha chapeau. Là, c'est pour bêta chapeau. Donc, dans ce cas-ci, on trouve que le bêta chapeau, il n'est pas significatif. Donc, je trouve 0,6. Donc, c'est beaucoup plus large que 0,05. Et donc, on pourrait dire que le bêta chapeau, effectivement, n'est pas significativement différent de 0. Et donc, on pourrait le mettre à 0 et refaire la régression sans tenir compte d'un intercept et voir comment ça va influencer l'estimation de la pente. Et ici, vu que la base donnée est relativement petite, ça pourrait donner quand même une différence. Là aussi, si on raisonne, donc si on le regarde d'une manière biologique, ça veut dire que j'ai une relation poids égale à alpha fois taille plus 0, ce qui est beaucoup plus logique que celle-ci. Donc là, dans le modèle de régression que je trouve ici, dans ce modèle de régression-là, si la taille est égale à 0, donc si ici, disons, la personne n'existe pas, la personne a une taille 0, je trouverai quand même un poids moyen de 5,3 kg. Et donc, c'est un peu bizarre. Donc, ce serait plus logique que si la droite de régression passe par l'origine. Et donc, passe par l'origine, à ce moment-là, le bêta est égal à 0. Et maintenant, je vois vraiment que si la taille est égale à 0, alors le poids sera aussi égal à 0. Donc, c'est une manière pour l'utiliser. Ben, comme dit, on l'utilise surtout, on l'utilise rarement. Donc, ça, c'est un exemple où on pourrait l'utiliser, vu que dans le raisonnement biologique, il n'est pas possible qu'une personne de taille 0 cm aura un poids. Et donc là, on pourrait modifier le modèle, mettre l'intercept à 0 pour faire que la droite de régression passe par l'origine et refaire la régression. Prédiction, c'est très simple. Si j'ai le modèle de régression, je peux faire des prédictions pour des tailles que je n'ai pas observées.
J'ai besoin de la batterie. Donc, ce qu'on voit sur ce slide-là, c'est la droite de régression, c'est euh, la droite qui va estimer, si on reste dans l'idée d'un poids, le poids moyen pour un certain taille. Donc, la droite de régression, c'est aussi la valeur qu'on va prédire pour une valeur X. Donc là, j'ai une nouvelle observation. Là, j'ai une observation de la taille. Quel est le poids moyen qui va correspondre? À ce moment-là, je vais me baser sur cette droite de régression-là et je vais utiliser la droite pour avoir une estimation du poids. Sorry, Y. Donc là, je peux faire une prédiction pour une taille non observée. Donc, j'ai eu la base de données, j'ai créé la droite de régression. La droite de régression, maintenant, est fixe. J'ai trouvé que le modèle est pertinent. J'ai le modèle. Je prends une nouvelle personne, je le mets ou je mets sa taille dans la droite de régression et ça me donne un poids qui correspond, un poids moyen qui correspond à la taille de cette personne-là. À cette taille-là, donc la droite de régression, il est à la fois la valeur estimée pour la moyenne, mais c'est aussi la valeur prédite pour une certaine valeur d'X. Et donc, je peux calculer un intervalle de confiance. Donc, quelles sont les valeurs acceptables pour la moyenne? Donc, intervalle de confiance au niveau 1 moins alpha. Donc, celui contient avec une probabilité 1 moins alpha la valeur ou la vraie valeur moyenne dans la population. Donc, intervalle de confiance comme toujours. J'ai la moyenne qui est le centre de cet intervalle de confiance et l'intervalle de confiance me donne un intervalle qui, avec souvent 95% de probabilité, va contenir la vraie valeur dans la population qui pourrait être un peu différent de la valeur que j'ai trouvée basée sur les observations. Donc, l'intervalle de confiance est basé sur les observations. Il contient la moyenne des observations pour cette valeur de X, pour la valeur fixe de X. Et donc, avec 95% de probabilité, je sais que dans cet intervalle-là, et donc là, l'intervalle de confiance pour cette valeur X, il court de là à là, la vraie valeur de la moyenne se trouve dedans. Par contre, je peux aussi créer des intervalles de prédiction. Et là, il y a une différence subtile. Donc, il contient, de nouveau avec une probabilité de 1 moins alpha, la prédiction pour X égale à XI. Donc là, on voit que les intervalles de prédiction, c'est où l'idée est la même que l'intervalle de confiance, mais maintenant, ce n'est pas un intervalle qui contient avec une certaine probabilité la vraie moyenne, mais qui contient avec une certaine probabilité la prédiction
pour cette personne-là. Et donc, cet intervalle sera toujours plus large que l'intervalle de confiance, car on aura plus de variabilité dans ce modèle, dans l'intervalle de prédiction. Pam, 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 pam. Donc là, non, la raison n'est pas trop importante. Donc là, je ne vais pas aller dans les détails, mais l'idée est que pour la prédiction, il y a une variabilité ajoutée, vu qu'on a une observation non observée et on se base sur la ligne, mais aussi sur le fait qu'il y a une variabilité autour de la ligne. Et donc là, on aura, si on fait une décomposition, une variabilité qui est plus large que la variabilité pour calculer l'intervalle de confiance. Donc pour vous, ce qui est important, c'est qu'il y a l'intervalle de prédiction qui contient avec un certain niveau de significance la prédiction. Il y a un intervalle de confiance qui contient avec une certaine probabilité la vraie valeur moyenne et l'intervalle de prédiction est toujours plus large que l'intervalle de confiance. Voilà. Ça revient un peu à la même chose. Donc, inférence pour la moyenne conditionnelle. Donc, l'inférence pour la moyenne conditionnelle donne l'intervalle de confiance. Donc, j'ai une valeur donnée, X. J'ai quelle est l'incertitude qu'on a sur la moyenne estimée, donc sur la droite de régression. Est-ce que je peux créer un intervalle qui contient avec certaines probabilités la vraie valeur de cette estimation? Donc là, la droite de régression est une estimation de la moyenne conditionnelle basée sur les observations et je veux avoir où je veux trouver un intervalle qui contient avec 95% de probabilité de chance la vraie valeur dans la population. Et donc là, c'est la valeur estimée. Basée sur les observations. On peut faire la même chose pour une nouvelle observation, donc pour une prédiction. J'ai une prédiction et là, vous voyez que pour la prédiction, normalement, il y a encore ce terme-là, le epsilon, que je ne sais pas, dont je ne tiens pas compte. Donc, je vais estimer la valeur par la valeur moyenne, mais il y a une variabilité qui vient de l'erreur qui va faire de sorte que l'intervalle de prédiction soit plus large que l'intervalle de confiance. Papam, padam, padam. Et donc là, c'est la même chose. Donc, je vais créer un intervalle. J'ai une chance de 1 moins alpha%, donc de 95%, que la vraie valeur de y, qui correspond à cette valeur de x, il sera dans l'intervalle. Et donc, la discussion, comme dit, c'est très, très petit. Dans certains cas, on peut essayer de changer les variables pour quand même pouvoir utiliser une régression linéaire. Donc ici, on a dit, on n'a pas de tendance linéaire. On voit dans la graphique qu'il n'y a pas de tendance linéaire. Donc, il n'a pas de sens de créer un modèle Y
égale à alpha x plus bêta. Donc, ça n'a pas de sens. Par contre, on voit que y, bah, il est quadratique en fonction de x. Donc, il y a une relation quadratique. Et donc, je pourrais définir une nouvelle variable. Je définis la variable z qui est égale à x carré. Et à ce moment-là, je pourrais essayer de trouver une régression linéaire en fonction de z. Et donc là, par un changement de variable, il est parfois possible de quand même utiliser régression linéaire, même si la tendance n'est pas linéaire. Donc, par changer bah, le rôle des variables, on peut quand même utiliser la régression linéaire parfois. Mais là aussi, c'est pour info, comme ça vous savez que c'est possible, mais on ne va pas l'utiliser. Voilà, cela conclut chapitre 3. Il nous reste que chapitre 4. J'ai qu'une heure. Quand même, on va prendre, disons, 10 minutes de pause et après, on va faire chapitre 4.